Soit tu vends ton appartement et tu sauves notre famille, soit nous divorçons, a dit mon mari, posant un ultimatum alors qu'il jetait une pile de factures sur la table. J'ai regardé en silence son visage déformé par la rage et ses papiers. Mais un document, tombé accidentellement du dossier, a révélé un secret qui l'a fait pâlir. Rachel aimait les soirées d'automne tranquilles. Dehors, par la fenêtre de leur confortable appartement de 2 pièces à Boston, la pluie tombait doucement, lavant la poussière et l'agitation de la ville pendant la journée. Une tarte aux pommes cuisait dans le four, remplissant la cuisine du parfum de la cannelle et des pommes cuites. Mike, son mari, devait rentrer d'une minute à l'autre. 5 ans de mariage s'étaient envolés comme un seul jour. Rachel se souvenait encore de leur première rencontre lors d'une exposition d'art contemporain où son amie Olivia l'avait entraînée. Mike, grand, confiant, avec des yeux intelligents et rieurs, l'avait abordé lui-même. Ils ont parlé pendant 2 heures, oubliant les peintures et le bruit autour d'eux. Il parlait de ses projets ambitieux dans une petite entreprise informatique, et elle, graphiste indépendante de 32 ans, partageait son rêve de créer une série d'illustrations pour son livre préféré. 1 an plus tard, ils se sont mariés, ont contracté un prêt hypothécaire pour cet appartement et ont commencé à construire leur nid. Rachel, ou Ray, comme l'appelait Mike, était vraiment heureuse. Elle avait l'impression d'avoir tiré le gros lot. Mike était attentionné, prévenant, lui offrait toujours des fleurs sans raison, et admirait son travail. « Tu es ma génie », disait-il, lui embrassant le sommet de la tête chaque fois qu'elle lui montrait un projet terminé. Ces derniers temps, quelque chose avait changé. Au cours des derniers mois, Mike était devenu nerveux et tendu. Il rentrait plus tard du travail, invoquant un projet difficile et se noyait de plus en plus dans son téléphone, minimisant rapidement les applications chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Rachel essayait de ne pas remarquer. Tout le monde traverse des moments difficiles, se disait-elle. Elle lui cuisinait ses plats préférés, essayait de créer une atmosphère de maison calme et confortable pour qu'il puisse se détendre après une dure journée. Mais la tension ne se levait pas. Elle planait dans l'air comme un nuage invisible. « Salut, mon amour », la voix de Mike venant du couloir la fit sursauter. Il est entré dans la cuisine comme toujours avec un sourire, mais ses yeux étaient fatigués, et de fines rides commençaient à se former au coin de sa bouche. « Salut », Rachel l'a serré, inhalant le parfum familier de son eau de Cologne mêlée à l'humidité de l'extérieur. « Comment s'est passée ta journée ?»« Comme d'habitude. » Il s'est affalé lascivement sur une chaise. « Une catastrophe. Je n'arrive à rien faire. Je cuisine une tarte. Tout le couloir sent ça. Ta préférée, pomme et cannelle. Je vais faire du thé maintenant. » Ils se sont assis dans la cuisine à boire du thé et à manger de la tarte. Mike parlait d'un nouveau client, des disputes avec son patron, mais Rachel avait l'impression qu'il cachait la vérité principale. Ces histoires avaient des lacunes qu'il remplissait soigneusement de détails triviaux. Soudain, son téléphone posé sur la table vibra. L'écran s'alluma. Lucas. Mike rejeta immédiatement l'appel et retourna le téléphone face contre table. C'est qui ? Rachel ne put s'empêcher de demander. Oh, juste un collègue, répondit-il précipitamment. Il appelle toujours au pire moment. Ne t'en fais pas, mais Rachel connaissait tous ses collègues. Lucas n'en faisait pas partie. Elle resta silencieuse, mais le petit ver anxieux en elle s'agita avec une force nouvelle. Quelque chose n'allait pas. Très mal. Ce soir-là, alors qu'ils étaient déjà couchés, Mike la serra fort dans ses bras. « Rachel, tu m'aimes, n'est-ce pas ?» demanda-t-il soudain, sa voix empreinte d'un désespoir qui lui serra le cœur. « Bien sûr que oui », murmura-t-elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, Mike ? Tu peux me dire n'importe quoi. » « Rien. » Il enfouit son visage dans ses cheveux. « Juste fatigué. Tu sais, nous devrons avoir une conversation sérieuse bientôt sur notre avenir. » « Notre avenir ? » Rachel fut surprise. Nous avions déjà tout prévu. Rénovation de la chambre cet été, un voyage à la mer, oui, à propos de l'avenir, répéta-t-il doucement. Sache juste que quoi qu'il arrive, je t'aime plus que ma propre vie. Ces mots, destinés à la rassurer, ne firent qu'accroître son malaise. Elle resta dans les bras de son mari, sentant un frisson lui parcourir l'échine. Un problème se tenait à la porte de leur maison, et Rachel n'osait imaginer ce que c'était. Au cours des jours suivants, la tension à la maison augmenta. Mike devint encore plus retiré et irritable. Toute question sur l'argent déclenchait une explosion de colère.
Quand Rachel lui rappela qu'il était temps de payer l'hypothèque, il aboya, « Je sais, ce n'est pas rien. » Avant, ils planifiaient toujours leur budget ensemble. Maintenant, il arrêta de parler de travail et chaque tentative qu'elle faisait pour le faire parler était accueillie par des réponses monosyllabiques. Tout va bien, juste fatigué. Rachel sentit un mur de verre grandir entre eux et ne savait pas comment le briser. Elle appela même sa meilleure amie, Olivia. Olivia, salut. Écoute, je ne comprends pas ce qui se passe avec Mike, partagea-t-elle, remuant son café maintenant froid avec une cuillère. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix d'avocate d'Olivia était toujours claire et professionnelle. Il n'est pas lui-même. Nerveux, secret. Il raccroche les appels, parle par énigme de l'avenir. J'ai peur qu'il ait des problèmes au travail. Ou une maîtresse, suggéra impitoyablement Olivia. Non, c'est impossible, répondit fermement Rachel, bien que son cœur ait raté un battement. Je le sentirai. C'est autre chose. Rachel, tu me connais. Je ne tourne pas autour du pot. Olivia soupira. J'ai dit dès le début que ton Mike est trop parfait. Mari parfait, fils parfait. Ça n'arrive pas. Tout le monde a ses squelettes. Il les cache juste très bien. Fais attention. D'accord. Si jamais il y a quoi que ce soit, appelle-moi immédiatement. La conversation avec son ami ne calma pas Rachel. Elle ne fit qu'intensifier son anxiété. Et samedi, comme un coup de tonnerre, sa belle-mère se présenta. Paula n'avait jamais été une visiteuse fréquente. Elle vivait de l'autre côté de la ville et préférait que son fils vienne la voir pour lui rendre hommage. Mais cette fois, elle appela et annonça sans préambule, « Mike, tu m'as manqué. Je serai là dans 1 heure et je vais apporter des tourtes aux choux. » Polo était une femme autoritaire avec un regard vif et scrutateur et une habitude de parler par allusion qui blessait plus que des reproches directs. Elle balaya l'appartement d'un regard critique depuis le seuil. Poussiéreux, Rachel, observa-t-elle en passant son doigt sur la commode du couloir. Un homme rentre à la maison pour se détendre, pas pour respirer de la poussière. Je viens de nettoyer hier, tenta de se défendre Rachel. Eh bien, tu as mal nettoyé, la coupa sa belle-mère et entra dans la cuisine comme si elle possédait l'endroit. Mike, mon fils, tu as perdu du poids. Elle ne te nourrit pas assez. Maman, arrête ça. Mike grimaça, bien que sa voix sonne incertaine. Toute la soirée, Paula a lancé un assaut. Elle critiqua la cuisine de Rachel. Les boulettes dans la soupe devraient être émincées, pas coupées. Elle critiqua son apparence. Tu aurais pu porter une robe au lieu de ce jean, on dirait une adolescente. Elle critiqua même son travail, dessiner des images et dormir au travail. Ce n'est pas sérieux. J'ai travaillé toute ma vie comme chef comptable. Ça, c'est une profession. Mike resta assis en silence, le nez dans son assiette, sans tenter de défendre sa femme. Rachel sentit une colère bouillir en elle, mais elle se retint, ne voulant pas créer de scène. Le point culminant de la soirée vint avec une discussion sur l'appartement de la grand-mère. « Oh, votre 2 pièces est là, vide ?» demanda Paula avec désinvolture, se versant encore du thé. « Quelle vie oisive. Vous pourriez le louer. Chaque sou compte. » « Nous nous en sortons pour l'instant, » répondit poliment Rachel. « Et les locataires sont un tel tracas. » « Tracas, » renifla Paula. « Quand mon fils travaille dur pour payer l'hypothèque, chaque sou compte. Toi, tu restes à la maison sans rien faire. L'argent doit travailler, pas rester là comme un poids mort, surtout quand la famille ne va pas bien. » Elle jeta un regard significatif à son fils, et Rachel comprit que ce n'étaient pas des mots en l'air. C'était une préparation à quelque chose de plus grand et de plus effrayant. Quelque chose se tramait, et sa belle-mère savait clairement ce qui se passait. « Maman, nous allons nous en occuper nous-mêmes », finit par dire Mike. Mais sa voix était si faible que Paula ne la remarqua même pas, « Bien sûr que vous le ferez », dit-elle condescendamment. « L'important est de ne pas être trop en retard. Les gens s'endettent et alors la famille souffre, surtout la femme, si elle est intelligente et clairvoyante. » Elle prononça ces derniers mots en regardant directement dans les yeux de Rachel. Son regard portait un mélange de mépris et une sorte d'anticipation malicieuse. Rachel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne doutait plus. Sa belle-mère n'était pas seulement au courant des problèmes de Mike. Elle était une participante active. Sa visite n'était pas accidentelle, mais une opération soigneusement planifiée pour gérer sa belle-fille.
Ce que Rachel craignait arriva 2 jours plus tard, le mardi. Mike rentra du travail plus tôt que d'habitude, pâle, émacié, avec des cernes sous les yeux. Il alla silencieusement dans la cuisine, laissa tomber sa mallette sur une chaise et s'assit, enfouissant son visage dans ses mains. « Mike, qu'est-ce qui s'est passé ?» Rachel s'approcha de lui, touchant prudemment son épaule. Il sursauta comme s'il avait été frappé. « C'est fini, Rachel. »« C'est la fin, » murmura-t-il sans lever la tête. « La fin de quoi ? De quoi parles-tu ? Ils t'ont viré ?» Il la regarda et dans ses yeux il y avait un tel abîme de désespoir que Rachel sentit une vague de froid en elle. « J'aurais souhaité qu'ils me virassent, » dit-il amèrement, avec un sourire narquois. « C'est bien pire. » Il déboutonna sa mallette, en sortit un épais dossier, et avec un bruit sourd, le jeta sur la table. Des papiers s'échappèrent du dossier, des formulaires officiels avec des cachets, des avis, quelques feuilles de calcul remplies de chiffres. « Qu'est-ce que c'est ?» balbutia Rachel, s'asseyant en face de lui. « Ce sont nos dettes, » dit Mike, la voix brisée. « En fait, les miennes. » Il poussa le dossier vers elle. Rachel prit la première feuille d'une main tremblante. C'était un accord de prêt à la consommation de 50 000 $ contracté auprès d'une banque qu'elle ne connaissait pas. En dessous, il y en avait un autre pour 30 000 $ et puis d'autres. Il y avait même des accords avec des organisations de microfinance facturant des taux d'intérêt monstrueux. Le montant total imprimé au bas de l'un des avis la fit halter. 500 000 $, elle réussit à expirer. Comment ? Rachel regarda son mari. Mike décida finalement de lui dire. Son récit était décousu, plein d'auto-justification et d'apitoiement sur soi. Il s'avéra qu'il y a environ 1 an, son vieil ami Lucas, le même qu'il avait appelé récemment, lui avait proposé un projet d'entreprise prometteur, une sorte d'investissement ultra rentable dans une start-up liée aux crypto-monnaies. Profit garanti, une ascension rapide. Mike, qui rêvait d'une vie glamour, de rembourser rapidement l'hypothèque et d'acheter une voiture chère, s'y est laissé prendre. J'ai d'abord investi nos économies, dit-il, fixant la table. Les 15 000 $ que nous avions mis de côté pour les vacances. Je pensais que je les retournerais rapidement et que je les récupérerais avec des intérêts, mais le projet a exigé plus d'investissement. Lucas a dit que c'était normal, qu'il fallait attendre pour atteindre un nouveau niveau. J'ai pris le premier prêt. Après ça, tout fut comme un brouillard. Un prêt en couvrait un autre. Quand la banque a arrêté de prêter de l'argent, je suis allé dans des organisations de microfinance. La start-up a fait faillite. Lucas a disparu. Et les dettes sont restées avec les intérêts, les pénalités et les menaces des créanciers. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? Rachel regarda son mari, partagé entre l'horreur et une pitié amère. Pourquoi as-tu gardé le silence ? J'avais peur, avoua-t-il. J'avais honte. Je suis censé être l'homme qui subvient aux besoins de la famille, pas celui qui la traîne dans un gouffre de dettes. J'ai continué à espérer que je pourrais tout régler moi-même. Je pensais que je prendrais un autre prêt, que je paierais les paiements les plus urgents, et que je trouverais une solution. Il secoua la tête et je pensais que non. Aujourd'hui, le service de sécurité de la banque a appelé. Ils ont dit que si je ne commençais pas à rembourser la dette dans le mois, ils me poursuivraient et demanderaient la saisie des biens. Notre appartement. Rachel devint engourdie. L'appartement. Leur nid dans lequel ils avaient investi tant d'efforts et d'amour. L'hypothèque qu'ils payaient fidèlement depuis 5 ans. Tout cela pouvait être vendu aux enchères à cause de sa stupidité, à cause de ses entreprises secrètes. Mais l'appartement est hypothéqué, protestait-elle hebdomadairement. Ils ne peuvent pas le prendre. Ils le peuvent, coupa Mike. Si c'est la seule résidence, alors non. Mais vous en avez une autre. Celle de votre grand-mère. Les avocats de la banque le découvriront rapidement. Ils peuvent placer une hypothèque dessus, sur nos comptes, sur tout. Rachel resta abasourdie. Le monde qui lui avait semblé si stable et fiable s'effondrait devant ses yeux. Le mari qu'elle aimait et en qui elle avait confiance s'est avéré être un aventurier et un menteur, entraînant leur famille dans un gouffre de dettes monstrueux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, murmura-t-elle, feuilletant les papiers terrifiants. Mike s'approcha d'elle, s'agenouilla, et posa sa tête sur ses genoux, comme il le faisait dans les premières années de leur mariage quand il voulait s'excuser pour une petite chose. Rachel, mon amour, pardonne-moi. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux. Je suis tellement idiot,
j'ai tout gâché. Mais nous pouvons arranger ça. Il n'y a qu'une seule issue. Elle regarda son dos tremblant, les cheveux blonds qu'elle aimait tant caresser. Et elle savait déjà ce qu'il allait dire. La même solution que sa mère avait si transparentement suggérée. Nous devons vendre ton appartement, dit-il, sanglotant. Celui de ta grand-mère. C'est le seul moyen de rembourser les dettes et de sauver notre famille. S'il te plaît, Rachel, ne refuse pas. Tu ne veux pas qu'on se retrouve à la rue, n'est-ce pas? Il leva son visage couvert de larmes vers elle, plein de supplications et d'espoir. À ce moment-là, Rachel ne ressentit pas de pitié, mais une piqûre de peur glaciale. Ce n'était pas juste une conversation sur l'argent. C'était un test de tout ce en quoi elle croyait. Et elle comprit que cette conversation n'était que le début. Le premier réflexe de Rachel fut de crier, de libérer toute l'horreur et le ressentiment qui l'étouffaient, mais elle se retint. Son mari était assis devant elle, brisé et effrayé, et l'instinct lui disait que ce n'était pas le moment des accusations. D'accord, dit-elle calmement, en lui retirant ses mains de ses genoux. Laisse-moi étudier tout ça d'abord. Nous devons comprendre quelles sont ses dettes, quelles sont les conditions, quels sont les taux d'intérêt. Mike hocha la tête avec enthousiasme, la regardant avec gratitude comme un chien battu. Il s'attendait apparemment à un scandale, des larmes, des reproches, mais son calme le désarma. Rachel ne dormit pas de la nuit. Elle s'assit dans la cuisine avec une calculatrice et une pile de papier, essayant de comprendre les contrats de prêt alambiqués. Les chiffres étaient monstrueux. Les taux d'intérêt des organisations de microfinance atteignaient plusieurs centaines de pourcents par an. La dette totale, y compris les pénalités et les amendes, avait déjà dépassé 600 000 $. Au matin, sa tête lui faisait mal. Son corps tout entier avait une image claire qui s'était formée dans son esprit. Ils étaient piégés. Quand Mike entra dans la cuisine le matin, Rachel était assise à la table avec une tasse de café froid. « J'ai tout regardé », dit-elle d'une voix ferme. La situation est catastrophique. Vendre l'appartement est une dernière mesure. D'abord, nous devons essayer de restructurer les dettes, de consolider tous les prêts en un seul auprès d'une banque correcte avec un taux d'intérêt raisonnable. J'ai déjà essayé, agita la main Mike. J'ai été rejeté partout. Avec un historique de crédit comme le mien, personne ne me donnera un nouveau prêt. Ils ne te le donneront pas, le corrigea Rachel. Mais ils pourraient me le donner. Je suis emprunteuse hypothécaire. Je paie à temps. J'ai un revenu stable. Peut-être que ça marchera. Une lueur d'espoir apparut dans ses yeux pendant un instant, mais elle s'estompa immédiatement. Et qu'est-ce qu'on fera pendant que la banque examinera la demande? Les créanciers appellent tous les jours, nous menacent. Nous demanderons de l'aide à nos parents, dit fermement Rachel. À ma mère et à la tienne. Nous leur expliquerons la situation. Peut-être qu'ils pourront nous prêter une partie de la somme pour payer les microcrédits les plus prédateurs. Mike grimaça. Mes parents ne peuvent pas aider. Leurs pensions sont minimes. Et ta mère? Tu sais, elle compte chaque sou aussi. Mais c'est ta mère, Rachel ne put se contenir. Après tout, ce sont les problèmes de son fils. Ce jour-là même, ils allèrent voir Paula. Rachel avait appelé à l'avance pour demander une réunion, disant qu'il s'agissait d'une discussion sérieuse. Sa belle-mère les accueillit avec une expression comme si elle savait déjà de quoi il s'agissait. Elle écouta silencieusement le récit décousu de son fils, lançant parfois des regards de sympathie à sa belle-fille, ce qui écœurait Rachel. « Mon Dieu, mon fils, comment est-ce arrivé » s'exclama-t-elle, levant les mains lorsque Mike eut fini. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Cet ami, Lucas, je savais qu'il n'était pas bon. Elle serra Mike dans ses bras, lui caressant la tête comme s'il était un enfant. Ça va. Tout va bien. Nous trouverons une solution. La famille est là pour se soutenir dans les moments difficiles. Puis elle se tourna vers Rachel. Ma pauvre fille, comme ça doit être terrible pour toi d'entendre tout ça. Mais tu es intelligente. Tu dois comprendre, Mike ne l'a pas fait par malice. Il voulait le meilleur pour la famille. Les hommes, ce sont comme des enfants, facilement emportés. Rachel serra les dents. Cette performance était dégoûtante. Il était clair qu'elle comprenait que sa belle-mère savait tout d'avance et jouait maintenant le rôle d'une mère compatissante. Paula, interrompit Rachel. Ce n'est pas le moment des sentiments. Nous avons besoin de votre aide.
Nous avons décidé d'essayer de faire un prêt à mon nom pour refinancer les dettes de Mike, mais nous avons besoin d'une somme pour rembourser les microcrédits. Pourriez-vous nous en prêter? L'expression de sa belle-mère changea immédiatement. La sympathie disparut, remplacée par une résolution ferme et professionnelle. Prêter, mon enfant, où trouverai-je l'argent? Je suis retraité. J'ai une petite épargne pour les jours difficiles, mais c'est pour les enterrements, conclut-elle tragiquement. Maman, peut-être au moins un peu. Mike supplia. 10 000 $. Paula regarda son fils comme s'il était fou. J'ai économisé cet argent pendant 10 ans, en me privant de tout. Non, mon fils. C'est impossible. Je ne peux pas risquer mon avenir, dit-elle, puis ajouta, regardant Rachel. Mais il y a une issue, et elle est évidente. Vends l'appartement. Mais c'est un souvenir de ma grand-mère, objecta Rachel. Les souvenirs sont des souvenirs. Mais les vivants sont plus importants, rétorqua sa belle-mère. Il s'agit de sauver votre famille, votre mari. Un appartement peut-il valoir plus que cela? Vous êtes une épouse. Vous devriez être avec votre mari dans la peine et le bonheur. Or, vous avez la peine et votre devoir est de l'aider. J'essaie d'aider, s'exclama Rachel. Je suis prête à contracter un prêt d'1 million de dollars et à vendre le souvenir de ma grand-mère pour vous sauver, Mike. Ce ne sont que des mesures à moitié, agita la main Paula. Les prêts sont une nouvelle forme de servitude. Voici de l'argent réel. Vends l'appartement. Rembourse toutes les dettes et recommence ta vie. N'est-ce pas ce que tu veux? Elle parlait si convaincante, si logiquement que Rachel faillit céder pendant un moment. Mais quelque chose en elle résista. C'était son appartement, la seule chose qui lui appartenait entièrement. Son refuge tranquille, son coussin de sécurité. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle fermement. Il n'y a rien à réfléchir. Sa belle-mère explosa. Pendant que tu réfléchis, mon fils sera broyé par les créanciers. C'est ce que tu veux? Tu veux qu'il souffre à cause de ton entêtement? Quelle femme égoïste tu es. Maman, ne. Mike tenta de l'arrêter. Et qu'est-ce que tu veux dire par ne pas? Paula ne céda pas, je dis la vérité. Je pensais que tu avais une femme décente, mais elle. Elle est prête à sacrifier son mari pour quelques murs en béton. Rachel se leva. Merci pour votre hospitalité, Paula. Nous allons y aller maintenant. Allez. Allez, cria-t-elle derrière eux. Réfléchis bien, Rachel. Ta famille est en jeu, tout le chemin du retour, ils furent silencieux. Mike était assis avec un air coupable, et Rachel regardait par la fenêtre, sentant son cœur se transformer en un glaçon. Ce n'était plus une simple demande d'aide. C'était du chantage. Et elle comprit que ce n'était que le début. Les jours suivants se transformèrent en un enfer vivant. Le téléphone de Mike sonnait constamment avec des appels de numéros inconnus. Il sursautait à chaque bruit derrière la porte. Mais le pire n'était pas là. Le pire était la pression psychologique qui tombait sur Rachel. Paula appelait plusieurs fois par jour. Son ton passait de l'accusateur au suppliant. « Rachel, ma chérie, je veux juste ce qu'il y a de mieux », cria-t-elle au téléphone. Mike est complètement épuisé. Il ne mange pas, ne dort pas. J'ai peur pour son cœur. Et tout cela à cause de ses dettes. Vends juste cet appartement misérable. Sauve mon fils. Tu l'aimes, n'est-ce pas? Mike ne s'éloignait pas. Il la suivait dans l'appartement comme une ombre avec des yeux remplis de chagrin universel. Rachel, je sais que je te demande beaucoup, commençait-il chaque soir, mais nous n'avons pas d'autre choix. Tu vois ce qui m'arrive? Je suis au bord du gouffre. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas ce que je vais me faire. Il ne le disait pas clairement, mais l'allusion au suicide était plus que transparente. Rachel tremblait à cause de ces conversations. Elle se sentait acculée. D'un côté, son seul bien, son indépendance, les souvenirs de sa grand-mère bien-aimée. De l'autre, la menace d'une famille brisée, d'un mari malade et d'une belle-mère en larmes. Il faisait pression sur les points les plus vulnérables. Son amour, son sens du devoir, sa peur de perdre ce qu'elle avait construit pendant 5 ans. Elle faillit céder. Une nuit, après un autre appel hystérique de sa belle-mère, elle dit à Mike, « D'accord, je suis d'accord. Je mets l'appartement en vente. »
Le soulagement sur son visage était si sincère qu'elle se sentit un peu plus légère. Il la serra dans ses bras, l'embrassa, la remercia, jura qu'il la porterait dans ses bras pour le reste de sa vie. « Tu m'as sauvé, Rachel. Tu nous as sauvés, murmura-t-il. Le lendemain matin, pendant que Mike prenait sa douche, Rachel appela Olivia. « J'ai cédé, dit-elle d'une voix horrifiée au téléphone. Je vends l'appartement. »« Tu es folle ?» La voix d'Olivia était vive. « Rachel, ne fais pas ça. Tu comprends même ce qui se passe. Il dit qu'il va se suicider, ma belle-mère appelle et pleure. Je ne peux pas gérer ça. »« Attends, arrête, » commanda Olivia. Pas de larmes. Premièrement, c'est de la manipulation classique. Du chantage bon marché. Deuxièmement, tu n'as pas le droit de prendre une telle décision dans un état émotionnel. Tu lui as donné ta parole ? Oui. Reprends-la. Dis-lui que tu as besoin de temps pour réfléchir. Et surtout, exige chaque document lié à ses dettes, tous les contrats, tous les relevés, tous les reçus. Dis-lui que ton avocate, c'est moi, veut les examiner avant que tu mettes l'appartement en vente. Il n'acceptera pas, si, dit Olivia avec confiance. Où ira-t-il ? Il pense qu'il t'a déjà dans sa poche. Rachel, ma chère, ne te précipite pas. S'il te plaît, ne te précipite pas. Quelque chose dans cette histoire ne me semble pas correct. Tout est trop lisse, aussi. Laisse-moi le temps. J'essaierai de vérifier quelque chose. La conversation avec son amie calma un peu Rachel. Elle sentait qu'elle n'était pas seule, que quelqu'un regardait la situation clairement, sans émotion. Ce soir-là, quand Mike aborda à nouveau la question de l'agent immobilier, elle rassembla toute sa volonté et dit « Mike, je ne reviens pas sur ma promesse, mais avant de commencer le processus de vente, mon avocate veut examiner tous les documents relatifs à tes dettes. » Mike se tendit. « Pourquoi ? Quelle différence cela fait-il ? Une dette est une dette. » « Il y a une différence, » répondit fermement Rachel, répétant les mots d'Olivia. « Nous devons voir le tableau complet. Rassembler tous les papiers jusqu'au dernier reçu. Sans cela, je ne ferai rien. » Il la regarda avec suspicion, mais n'argumenta pas. Apparemment, il décida que ce n'était qu'un caprice féminin qu'il pouvait s'offrir puisque l'objectif principal était presque atteint. « Bien, marmonna-t-il. Je apporterai tout demain. » Le jour suivant se passa dans une attente oppressante. Rachel avait l'impression de marcher sur des œufs. Elle ne savait pas ce que Olivia cherchait, mais elle faisait confiance à son intuition professionnelle. Le soir, Mike, comme promis, apporta le dossier. Tiens, le jeta-t-il sur la table. Tout est là. Laisse ta procureure examiner. Mais qu'elle fasse vite. Le temps presse. Il alla dans la chambre, claquant la porte de manière démonstrative, laissant Rachel seule avec le dossier menaçant. Elle photographia tous les documents et les envoya à Olivia. La réponse arriva presque immédiatement. Reçu. Je vais tout examiner demain matin. En attendant, tiens bon et ne cède pas aux provocations. La nuit, Rachel ne pouvait toujours pas dormir. Elle erra dans l'appartement sombre comme une tigresse en cage. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Faisait-elle la bonne chose ? Peut-être qu'elle devrait juste vendre l'appartement et tout oublier comme si c'était un terrible cauchemar. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda la ville nocturne. Quelque part là-dehors, dans l'une de ces boîtes lumineuses, vivait son ami, qui dénouait peut-être le mystère de son mari. Dans la pièce voisine, lui-même dormait. L'homme qu'elle aimait, mais que, comme il s'est avéré, elle ne connaissait pas vraiment du tout. Elle avait l'impression de se tenir au seuil d'une révélation qui pourrait soit ruiner complètement sa vie, soit, au contraire, lui donner une chance de tout arranger. 2 jours passèrent. Olivia resta silencieuse, répondant brièvement aux messages, au travail. Attends. Mike et Paula, en revanche, intensifièrent leur pression. Sa belle-mère appelait toutes les heures, sa voix devenant de plus en plus exigeante. Alors, Rachel, ta procureure a regardé les papiers. Quand vas-tu commencer à vendre l'appartement ? Le temps presse. Mike arrêta de jouer la victime. Maintenant, il était froid et tranchant. Je ne comprends pas pourquoi tu fais traîner les choses, dit-il, la fixant intensément. Je t'ai donné tous les documents. Qu'est-ce que tu veux de plus ? As-tu changé d'avis ?
J'attends la réponse de mon avocate, répéta Rachel, épuisée. Bien que sa propre patience soit presque épuisée, elle sentit qu'il soupçonnait quelque chose, que leur plan commençait à craquer, et cela les mit en rage. L'atmosphère dans la maison devint insupportable. Ils se parlaient à peine, et quand ils échangeaient des mots, c'était seulement à voix haute. Rachel essayait de passer plus de temps en dehors de la maison. Elle allait dans des cafés avec son ordinateur portable, travaillait dans le parc, tout pour éviter son regard jugeant et les appels incessants de sa mère. Le vendredi soir, quand Rachel rentra chez elle, Mike l'attendait dans le couloir. Il était rasé de près, portait une chemise soignée, mais ses yeux lançaient des éclairs. À côté de lui, sur le repose-pied, était assise Paula, les bras croisés sur sa poitrine comme un général avant une bataille décisive. « Nous devons parler, dit Mike d'un ton glacial. « Je pense que nous avons déjà tout discuté, soupira lassement Rachel. « Non, pas tout. » Il lui bloqua le passage vers la chambre. « Je ne suis plus disposé à attendre. Ma patience est épuisée. Je t'ai donné une chance de m'aider à sauver notre famille. Tu n'as pas saisi cette chance. » « Je n'ai jamais refusé d'aider, protesta Rachel. Je voulais juste comprendre la situation. » « Comprendre est inutile, intervint sa belle-mère. Il y a une dette et elle doit être payée. Et tu as créé un cirque avec des avocats qui perdent du temps à se moquer de mon fils. Rachel la regarda et pour la première fois ressentit non pas de la peur, mais une fureur glaciale. Cela ne te regarde pas, Paula. Cela ne me concerne que moi et ton fils. Oh, cela ne me regarde pas, rétorqua-t-elle. Quand mon enfant est au bord de la dépression nerveuse à cause de votre manque de cœur, cela ne me regarde pas. Maman, tais-toi, la coupa Mike. Il se retourna vers Rachel. Je vais être direct. Aujourd'hui, maintenant, tu appelles l'agent immobilier et tu mets l'appartement en vente. Ou quoi, demanda Rachel directement. Il prit une profonde inspiration, rassemblant son courage, et dit les mots mêmes que Rachel savait déjà, mais qui firent encore geler son cœur. Soit tu vends ton appartement et tu sauves notre famille, soit nous divorçons. Il s'avança vers la table, saisit le dossier de documents, et le jeta avec force par terre devant Rachel. Des papiers se répandirent dans tout le couloir. Regarde ça, cria-t-il, le visage tordu de rage. Vois l'ampleur du désastre. Est-ce que c'est ce que tu voulais? Me pousser au bord du gouffre? Pour divorcer? Félicitations. Tu l'as fait. Paula regarda la scène avec une satisfaction à peine dissimulée. Son visage disait, enfin, mon fils a montré du caractère. Rachel regarda en silence son mari enragé, les papiers éparpillés par terre, sa belle-mère triomphante. Tout son monde, si confortable et si convenable, gisait en ruine à ses pieds. Et à cet instant, elle ne ressentit ni douleur ni désespoir, mais un étrange calme glacial. Comme si la tempête qui avait fait rage en elle pendant des semaines s'était finalement calmée, laissant derrière elle un vide brûlé mais clair. Elle se pencha lentement, très lentement, pour ramasser les papiers. Mike et sa mère observaient chacun de ses mouvements, attendant des larmes, de l'hystérie ou des appels au pardon. Rachel ramassa les papiers un par un, les accords de prêt, les avis, les calendriers de paiement, et soudain ses yeux tombèrent sur un document légèrement à l'écart, presque sous la commode. Il était différent des autres. Ce n'était pas un formulaire officiel, mais un reçu ordinaire, long comme ceux délivrés dans les supermarchés. Il était apparemment tombé du dossier lorsque Mike l'avait jeté par terre et était passé inaperçu. Rachel le ramassa. Son cœur se mit à battre follement. Elle parcourut les lignes. Ce n'était pas un document de crédit. C'était un enregistrement détaillé des paris d'un bookmaker. Des douzaines de paris sportifs, football, hockey, tennis. Les montants variaient. 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $. Presque tous des paris perdants. Et en bas, la perte totale du mois dernier. 300 000 $. 300 000 $ en un seul mois. Sur des paris, Rachel leva lentement la tête et regarda son mari. Il était toujours là, dans une pose triomphale, attendant sa réponse. Il n'avait pas vu ce qu'elle tenait. Il ne savait pas que son mensonge soigneusement construit venait de s'effondrer. Des investissements infructueux, dis-tu, demanda-t-elle doucement, presque en murmurant. Mike ne comprit pas, le projet crypto que ton ami a recommandé, continua-t-elle d'une voix toujours aussi calme, en voyant des frissons dans le dos de Mike. Tu appelles ça un investissement?
Mike regarda le papier. Son visage changea instantanément. La couleur disparut, le laissant livide comme un fantôme. Ses lèvres tremblèrent. Il regarda le papier, puis Rachel, et une terreur authentique se refléta dans ses yeux. Il devint pâle comme s'il avait vu un fantôme. Le fantôme de son propre mensonge, venu réclamer son âme. Un silence écrasant tomba dans le couloir. On aurait dit qu'on entendait la poussière se déposer sur le sol. Mike resta immobile comme une statue, fixant le papier dans la main de Rachel, son visage plus blanc que la craie. Paula, ne comprenant pas ce qui se passait, tourna son regard confus de son fils à sa belle-fille. « Qu'est-ce que c'est » réussit-elle enfin à demander. « Qu'est-ce que ce bout de papier » Rachel ne répondit pas. Elle ne quitta pas son mari des yeux. « Alors c'est comme ça » murmura-t-elle. « C'est comme ça. » Elle glissa lentement le long du mur jusqu'au sol, serrant ses genoux. Les larmes qu'elle avait retenues si longtemps coulèrent en torrent. Ce n'étaient pas des larmes de pitié ou de ressentiment. C'étaient des larmes de désespoir, réalisant ce que sa vie était devenue. Elle pleura sans honte, sanglotant comme une petite fille qui avait perdu son trésor le plus précieux. Elle ne pleurait pas l'argent ou un appartement. Elle pleurait 5 ans de sa vie donnée à quelqu'un qui ne méritait pas sa fidélité. Elle pleurait sa foi en l'amour, la famille et le partenariat. Tout cela avait été un mensonge. Mike s'avança vers elle, tendant la main. « Rachel, ne me touche pas » cria-t-elle à travers ses larmes. « N'ose pas me toucher. » Il recula comme s'il avait été frappé. Paula sembla sortir de sa stupeur. Son visage se tordit de rage, mais cette rage ne se dirigeait plus vers sa belle-fille. Elle se tourna vers son fils et le gifla violemment. « Espèce de joueur. Tu m'as fait honte. Tu as fait honte à toute notre famille. » « Maman » bredouilla-t-il en se tenant la joue. « Silence » siffla-t-elle. « Je ne veux pas t'entendre. Des dettes massives à cause de tes paris, et j'ai dû m'humilier devant elle. Tu as hoché la tête à Rachel, tu l'as suppliée, tu t'es défendu, et il s'avère que tu jetais simplement l'argent par les fenêtres. » La dispute entre mère et fils fit rage juste au-dessus de Rachel qui sanglotait. Ils se criaient dessus, s'accusaient mutuellement, se justifiaient, mais Rachel les entendait à peine. Elle était dans son propre enfer. Une pensée résonnait dans son esprit. Pourquoi ? Pourquoi tout cela lui arrivait-il ? Pour son amour, ses soins, sa dévotion. Elle leva son visage strié de larmes et les regarda. Ils étaient tellement absorbés par leur querelle qu'ils semblaient avoir oublié son existence. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été qu'une fonction, une ressource. Pour Mike, une épouse pratique qui crée du confort et peut être trompée. Pour Paula, un élément étranger utile pour sauver son fils et ensuite le jeter quand il n'était plus nécessaire. Elle se leva lentement. Les larmes s'étaient séchées, laissant des traces salées sur ses joues. En elle, quelque chose cliqua. L'effondrement émotionnel fit place à un vide froid et résonnant, plus effrayant que n'importe quelle crise de colère. « Dehors » dit-elle calmement. Ils se turent et la regardèrent. « Quoi » demanda Mike. « Dehors » répéta-t-elle plus fort cette fois, les regardant tous les deux dans les yeux. « Tous les deux, sortez de chez moi. »« Rachel, tu ne peux pas » commença Mike. « Je peux » l'interrompit-elle. « Cet appartement est acheté avec une hypothèque que je paie autant que toi. Peut-être plus, compte tenu de tes investissements, mais contrairement à toi, j'ai un endroit où aller. Et autant que je sache, toi non. Alors sors. Tu as 1 heure pour faire tes affaires. » « Tu n'as pas le droit » hurla Paula. « C'est ton mari. »« C'est mon ex-mari » dit fermement Rachel. « À partir de maintenant, je demande le divorce. Et toi, Paula, tu peux prendre ton fils joueur et le consoler toi-même sans mon aide et sans l'argent de la vente de mon appartement. » Elle entra dans la pièce, attrapa son téléphone sur sa table de nuit, et composa le numéro d'Olivia. « Olivia, salut. Tu avais raison, dit-elle au téléphone, ignorant Mike et sa mère figés dans le couloir. Tu avais raison sur tout. J'ai besoin d'un divorce, et j'ai besoin que tu m'aides à les jeter de ma vie une fois pour toutes. » Après l'appel, Rachel sentit ses forces revenir. La voix de son amie, professionnelle et confiante, la frappa comme un seau d'eau froide. « D'accord, Rachel, reste calme. » Olivia dit, « Tu as fait la chose la plus importante. Tu as appris la vérité. Maintenant,
nous agissons selon la loi. Ils sont toujours là? Demanda Rachel. Oui. Se tenant dans le couloir, me regardant comme des fantômes. Parfait. Active l'enregistreur sur ton téléphone. Discrètement. Laisse-les parler. Chaque mot qu'ils disent peut maintenant être utilisé contre eux. Je viens à toi. Je serai là dans 40 minutes. Rachel fit ce que son ami lui avait dit. Elle posa le téléphone sur la commode, commença à enregistrer, et retourna dans le couloir. Mike et Paula semblaient s'être un peu ressaisis et passèrent à la contre-attaque. Tu le regretteras, Rachel. Mike commença à essayer de retrouver sa confiance d'antan. Tu détruis la famille pour des difficultés temporaires. Des difficultés temporaires? Rachel ricana amèrement. 600 000 $ de dette et une addiction au jeu. Tu appelles ça des difficultés temporaires? Je peux arrêter, s'exclama-t-il. Je vais me faire soigner. Ne me quitte pas, Rachel, ne gâche pas tout. Et qu'est-ce qu'il y a à gâcher, Mike? Demanda-t-elle calmement mais fermement, le regardant droit dans les yeux. Tu m'as déjà tout gâché par tes mensonges. Ta trahison. Tu m'as menti tous les jours. Chaque fois que je te demandais ce qui s'était passé, tu me regardais dans les yeux et tu mentais. J'avais peur de te perdre. Tu ne m'as pas perdu maintenant. Tu m'as perdu au moment où tu as pris ton premier prêt pour tes paris. Quand tu as décidé que ton obsession sale et secrète était plus importante que notre famille. Comment oses-tu parler à mon fils comme ça? Intervint Paula. Il a trébuché. Tout le monde trébuche. Une vraie femme soutient son mari, elle ne le finit pas. Elle le soutient, elle ne ferme pas les yeux sur ses mensonges et elle paie pour ses vices. Rachel coupa. J'étais prête à contracter un prêt d'1 million de $ et à vendre le souvenir de ma grand-mère pour te sauver, Mike. Et tu avais l'intention de continuer à jouer avec mon argent? Il se tut. Et ce silence en disait plus long que n'importe quel mot. Je pense que oui, hocha Rachel. Tu as 50 minutes. Elle alla dans la cuisine et verrouilla la porte, les laissant dans le couloir. Des chuchotements pouvaient être entendus. Puis Paula commença à sangloter bruyamment, et Mike tenta de la consoler. Ce spectacle n'impressionna plus Rachel le moins du monde. Elle se versa un verre d'eau et regarda par la fenêtre, sentant une froide détermination grandir et se durcir en elle. Elle n'était plus une victime. Elle était une personne qui reprenait sa vie. Exactement 40 minutes plus tard, la sonnette retentit. Rachel l'ouvrit. Olivia se tenait sur le seuil et derrière elle se trouvaient 2 hommes costauds en uniforme de sécurité. Et qui sont ces gens? S'exclama Mike, décontenancé. Du personnel de soutien, répondit calmement Olivia en entrant dans l'appartement. Rachel vous a engagé pour sa sécurité. Bonjour Mike. Paula. Je suis Olivia. L'avocate de Rachel. Autant que je sache, vous avez refusé de partir volontairement. C'est aussi son appartement, dit Paula. Non, secoua la tête Olivia. Cet appartement est hypothéqué et Rachel en est autant propriétaire que Mike. Mais pour le moment, sa vie et sa santé peuvent être en danger. Par conséquent, en tant que propriétaire, elle a tout à fait le droit de vous demander de partir. Et vous, Paula, vous n'êtes pas du tout inscrite ici. Vous êtes une invitée, et on demande aux invités de partir. Elle parlait si clairement et avec confiance que Paula vacilla un instant. D'accord, dit Olivia, regardant sa montre. Il vous reste 20 minutes pour faire vos bagages. Je vous suggère de ne pas tarder. Sinon, ces jeunes hommes, elle hocha la tête vers les gardes de sécurité. Nous vous aiderons à accélérer les choses. Mike regarda sa femme avec supplication. Rachel, s'il te plaît, ne fais pas ça. Parlons. Nous avons déjà parlé, répondit Rachel, sans le regarder. Je veux qu'il parte. Tu m'as entendu? Paula réalisa que le jeu était perdu. Le visage tordu de colère, elle alla dans la chambre et commença à retirer les affaires de son fils du placard, les jetant dans des sacs préparés à l'avance. Mike la suivit. Pendant qu'ils faisaient leurs bagages, Olivia mena Rachel dans la cuisine. « Comment vas-tu » demanda-t-elle calmement, serrant son amie. « Bien » répondit Rachel, surprise par son propre calme. « Étrange, mais je ne ressens pas de douleur. Juste du vide. Ça passera. » Olivia promit.
Le principal est que nous allons les faire partir. Demain, nous déposons la demande de divorce et le partage des biens. Qui a-t-il à partager? Demanda Rachel, surprise. L'appartement est hypothéqué. Nous divisons aussi l'hypothèque. Et les dettes? Sourit Olivia. Selon la loi, les dettes contractées pendant le mariage sont communes. Mais si nous prouvons que ces dettes ont été contractées à votre insu et dépensées non pas pour les besoins de la famille, mais pour les loisirs personnels de votre mari, disons, hobby, le tribunal peut les reconnaître comme dettes personnelles de Mike. Et ce papier? Demanda Rachel. Le papier est une preuve circonstancielle. Nous aurons besoin des relevés de ces cartes bancaires. Je pense que nous pouvons les obtenir par une demande judiciaire. Et l'enregistrement, c'est la cerise sur le gâteau. Ils se sont confessés tous les deux concernant les dettes et le fait de vous faire pression. Donc, nos perspectives sont bonnes. Une demi-heure plus tard, Mike et sa mère se tenaient dans le couloir avec leur sac. Je ne laisserai pas tomber ça, siffla Paula, regardant Rachel avec haine. Tu le regretteras. Je ne pense pas, répondit calmement Rachel. Mike resta silencieux. Il regarda sa femme d'un long regard lourd, rempli d'un mélange de douleur, de culpabilité et d'une certaine confusion enfantine. Puis il se tourna et se dirigea vers la porte. Quand la porte se referma derrière eux, Rachel prit une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit qu'elle pouvait respirer librement. C'est fini, dit Olivia. La première manche est la nôtre. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite, c'est une nouvelle vie. Son ami sourit. Mais d'abord, prenons du champagne. J'ai une bouteille dans la voiture pour les occasions spéciales. Et aujourd'hui est une occasion vraiment spéciale, votre jour de libération. Ils se sont assis dans la cuisine, buvant du champagne directement à la bouteille comme à leur époque d'étudiants et on rit. Rachel a ri pour la première fois depuis longtemps. C'était le rire d'une personne qui avait traversé l'enfer mais qui avait survécu et trouvé la force de recommencer. Le mois suivant s'est transformé en une bataille d'usure. Comme Olivia l'avait prédit, Mike et sa mère n'allaient pas abandonner facilement. Ils ont engagé un avocat, un homme grisonnant et désagréable aux yeux qui fuyait, qui a inondé le tribunal de requêtes et de plaintes. Ils ont affirmé que Rachel était au courant des dettes et avait approuvé les investissements de son mari, qu'elle était elle-même une joueuse qui l'avait provoqué, et qu'elle l'avait expulsé de leur seul domicile, le laissant sans moyen de subsistance. Des absurdités, commenta Olivia, feuilletant les papiers. Ils essaient de faire traîner la procédure et de vous épuiser émotionnellement. Tactique classique, ignorez-les. Mais ignorer était difficile. Paula a lancé une campagne féroce sur les réseaux sociaux. Elle a posté sur son fils malheureux, laissé sans abri par une belle-fille prédatrice et calculatrice, poussée au bord de la dépression nerveuse. Elle a appelé des connaissances mutuelles, racontant des histoires émouvantes. Certains l'ont cru. Quelques amis de la famille de Rachel se sont détournés. Sarah m'a appelé hier, a dit Rachel à Olivia, faisant référence à l'une de ses amies mutuelles. Elle a dit que j'étais cruelle, que j'aurais dû soutenir mon mari, pas le saper. Sarah est une idiote, a claqué Olivia. Son mari la trompe et elle le tolère. Donc, elle projette sa propre situation sur toi. Les femmes fortes irritent toujours ceux qui ont choisi le rôle de victime. Ne t'inquiète pas pour elle. Et Rachel a essayé. Elle s'est plongée dans le travail, a entrepris de nouveaux projets et s'est engagée avec des clients. Le travail l'a distraite et lui a donné un sentiment de contrôle sur sa vie. Elle a changé les serrures de l'appartement comme Olivia le lui avait conseillé, et chaque fois qu'elle tournait une nouvelle clé dans la serrure, elle se sentait comme la maîtresse de sa forteresse. La partie la plus difficile était de prouver que Mike contractait des prêts pour jouer. Son avocat a affirmé que l'argent était utilisé pour les besoins de la famille, les réparations, l'achat d'appareils électroménagers, les vacances. Nous avons besoin de preuves, a dit Olivia. Les relevés de ses comptes par le biais du tribunal. Ils ont obtenu les relevés bancaires de Mike pour l'année écoulée. Quand Olivia a apporté les imprimés, Rachel a senti sa vision s'obscurcir. Presque tous les jours, de l'argent de ses comptes allait dans divers casinos en ligne et chez des bookmakers. Des dizaines, des centaines de milliers de dollars. Parallèlement, il y avait des dépenses dans des restaurants coûteux et des boutiques de créateurs. Il semble que votre mari menait une double vie, a observé Olivia, étalant les papiers sur la table. Le jour, un gestionnaire modeste. La nuit, un fêtard et un joueur.
Mais où trouvait-il l'argent pour les restaurants, a demandé Rachel, perplexe. Il contractait des prêts pour couvrir ses pertes. Maintenant, c'est la question la plus intéressante, a dit Olivia pensivement. Je pense que ce n'était pas seulement son salaire. La vérité vint inopinément. Un soir, Rachel triait de vieux documents dans le tiroir d'un bureau et tomba sur une copie d'un certificat d'héritage. Il y a 2 ans, Paula avait vendu la Daca laissée par ses parents. À l'époque, elle avait affirmé que l'argent avait été mis à la banque pour la vieillesse. Olivia, Rachel a appelé son amie. Pouvons-nous demander les relevés des comptes de ma belle-mère? Plus difficile, mais possible. Pourquoi? Rachel partagea son soupçon. 2 semaines plus tard, ils avaient les nouveaux documents et tout s'est mis en place. Paula ne savait pas seulement les jeux de son fils. Elle les finançait. L'argent de la vente de la Daca, environ 3 millions de dollars, a progressivement afflué sur les comptes de Mike. Elle lui donnait de l'argent, espérant qu'il le récupérerait et rembourserait la dette. Et quand l'argent a manqué, ils ont conçu ensemble un plan pour forcer Rachel à vendre son appartement. C'est monstrueux, murmura Rachel, fixant les papiers. Elle ne le sauvait pas. Elle était sa complice. Pire, corrigea Olivia. Elle était la directrice de toute cette performance. Et tu étais censé être la sponsor du second acte. Le jour de l'audience décisive, Rachel était complètement calme. Elle savait que la vérité était de son côté. Tout le monde était présent dans la salle d'audience. Mike, sa mère et leur avocat. Ils avaient l'air confiants, espérant apparemment que Rachel n'avait aucune preuve solide. Lorsque le juge, une femme stricte d'environ 50 ans, donna la parole à Olivia, elle commença méthodiquement à démonter leur défense point par point. Elle présenta les relevés bancaires de Mike, prouvant ses dépenses de jeu. Elle soumit l'enregistrement où Mike et sa mère faisaient pression sur Rachel pour qu'elle vende ses biens personnels. Mike et son avocat tentèrent d'objecter, affirmant que l'enregistrement était illégal et que les relevés ne prouvaient rien. Et ceci, votre honneur, dit Olivia en marquant une pause, explique comment une retraitée sans emploi et un manager de niveau intermédiaire avaient soudainement des millions pour des investissements. Elle plaça les relevés bancaires de Paula sur le bureau du juge, montrant les virements à son fils. Le silence tomba sur la salle d'audience. L'avocat de Mike semblait confus. Paula serra si fort son sac à main que ses jointures blanchirent. Mike baissa la tête, cachant ses yeux. Le tribunal comprend tout clairement, dit le juge après une longue pause. Et puis Rachel décida de frapper le coup final. Elle demanda la parole. Votre honneur, commença-t-elle, se levant de son siège. Sa voix était ferme et claire. Je veux dire que pendant tout ce temps, mon désormais ex-mari et sa mère ne faisaient pas que mentir. Ils jouaient une pièce. Ils le dépeignaient comme une victime des circonstances et moi comme une épouse sans cœur. Elle se tourna vers Mike et sa mère. Vous vouliez que je sauve la famille, mais nous n'avions pas de famille. Il y avait une équipe de 2, vous qui m'avez utilisé. Toi, Paula, tu n'as pas élevé un homme. Tu as élevé un joueur infantile et tu as cédé à ses vices. Et toi, Mike, tu n'es pas seulement un menteur. Tu es un traître. Tu as trahi mon amour, ma confiance. 5 ans de notre vie ensemble. Elle s'avança. Tu voulais que je vende l'appartement qui m'a été légué par ma grand-mère, la seule personne qui m'aimait vraiment sans condition. Tu voulais que je renonce à son souvenir pour payer tes dettes honteuses. Elle regarda Mike droit dans les yeux. Alors, je veux que tu saches que je vais vendre cet appartement. Une lueur d'espoir apparut sur les visages de Mike et de sa mère, mais pas pour vous sauver, termina Rachel, mais pour commencer une nouvelle vie. Sans vous, sans vos dettes, et sans votre mère. Et je demande que toutes les dettes que vous avez contractées pendant notre mariage, mais dépensées pour vos vices, soient reconnues comme vos obligations personnelles. Nous allons diviser l'hypothèque et je suis convaincu que le tribunal tiendra compte de qui a contribué réellement et de qui est allé au jeu. La salle d'audience n'était pas un théâtre, mais à ce moment-là, on aurait dit qu'un rideau était tombé avec un fracas assourdissant. Le juge, gardant une expression impassible, hocha la tête. Le tribunal va se retirer pour délibérer. Rachel se rassit, sentant ses mains trembler. Olivia lui serra la main en signe d'encouragement et murmura, « Tu l'as fait. Tu les as complètement détruits. » Rachel secoua la tête. « Je ne les ai pas détruits. J'ai juste dit la vérité, » répondit-elle. Et c'était plus effrayant que n'importe quelle destruction.
Le poids de l'attente du verdict semblait une éternité. Elle s'assit, fixant un point unique, rejouant son discours dans sa tête. Chaque mot prononcé dans cette salle d'audience était acquis de haute lutte, né de la douleur et de la déception. Elle ne regrettait rien. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas comme une victime, mais comme la maîtresse de son propre destin. Mike et sa mère étaient assis sur leur banc, recroquevillés comme sous un coup invisible. Paula murmura quelque chose avec colère à l'oreille de son fils, mais il semblait ne pas l'entendre. Il fixait juste le sol. Ses épaules s'affaissèrent comme celles d'un homme qui avait tout perdu. Finalement, la porte s'ouvrit et le juge entra. Tout le monde se leva. Elle commença à lire la décision d'une voix monotone et sans émotion. Mais pour Rachel, chaque mot sonnait comme de la musique. Le mariage est dissous. Les dettes contractées par Mike à des fins non liées aux besoins de la famille, en particulier pour le jeu, sont reconnues comme ses obligations personnelles. Les biens acquis conjointement, à savoir l'appartement de 2 pièces sous hypothèque, seront divisés comme suit après sa vente et le remboursement de la dette hypothécaire restante. Les fonds restants seront divisés équitablement entre les époux. Le juge s'arrêta, leva les yeux et regarda d'abord Mike, puis Rachel. Le tribunal estime également nécessaire de noter, sa voix devint légèrement moins formelle, que les tentatives d'exercer une pression morale et psychologique sur un conjoint pour s'emparer de ses biens personnels sont inacceptables. Une famille est construite sur la confiance et le soutien mutuel, pas sur la manipulation et la tromperie. Elle frappa le marteau. L'audience est ajournée. C'est tout. Rachel s'assit lentement sur le banc, ressentant une vague de soulagement l'envahir. Elle avait gagné. Non, pas seulement elle. La vérité a gagné. Allons-y, tira doucement Olivia sur sa main. Il n'y a plus rien pour nous ici. Elles sortirent de la salle d'audience et sortirent dans le couloir. Mike et sa mère les suivirent. Rachel, attends, appela Mike. Elle s'arrêta et se retourna. Il s'approcha et dans ses yeux, il n'y avait ni colère, ni confusion, ni une dernière supplication. Est-ce possible, demanda-t-il doucement. Les 5 années ne signifient rien. Rien du tout, répondit Rachel aussi doucement. Rien du tout, jusqu'à ce que vous en fassiez des mensonges. Au revoir, Mike. Elle se tourna pour partir, mais Paula lui bloqua le chemin. Son visage était tordu de rage. Tu vas encore pleurer, siffla-t-elle. Tu crois que tu as gagné? Tu finiras seul. Personne ne veut quelqu'un comme toi, et mon fils trouvera toujours une femme décente qui l'appréciera. Rachel la regarda d'un regard long et calme. Je ne suis plus seule, Paula. J'ai moi-même, et il s'avère que c'est plus que suffisant. Quant à votre fils, je ne peux que le plaindre. Avec une mère comme vous, ce sera vraiment très difficile pour lui de trouver son bonheur. Elle prit le bras d'Olivia et elles se dirigèrent vers la sortie, laissant l'ancienne belle-mère et l'ex-mari figés au milieu du couloir comme 2 monuments à leur propre défaite. Elles s'assirent dans un petit café confortable non loin du palais de justice. Rachel tenait une tasse de chocolat chaud dans ses mains, et ses doigts ne tremblaient plus. Tu as vu leur visage? Olivia rit. L'avocat a failli s'étouffer quand j'ai sorti les relevés bancaires de Paula. Il pensait que c'était une pauvre retraitée. Je ne les plains même pas, admit Rachel. C'est étrange. C'est normal, répondit Olivia. Sérieusement. Tu as le droit à tes sentiments. Ils t'ont causé trop de douleur. La sympathie peut venir plus tard, peut-être. Ou peut-être pas. Et ce n'est pas grave non plus. Ils se turent. Rachel regarda les gens dehors, les voitures qui passaient, les arbres d'automne gris. La vie continuait. Son désastre personnel n'était qu'un minuscule psaume dans le vaste océan des destins humains. Que vas-tu faire maintenant? Demanda Olivia. Vendre. Vendre, répondit fermement Rachel. Les 2 appartements. Olivia haussa les sourcils de surprise. Celui sous hypothèque. Oui. Je ne veux rien qui me lie à cet endroit. Je vais le vendre, vendre celui de ma grand-mère, rembourser l'hypothèque, et diviser l'argent restant avec Mike comme le tribunal l'a décidé. Et avec ma part et l'argent de l'appartement de ma grand-mère, j'achèterai quelque chose de nouveau, mon propre endroit, où son fantôme n'existera pas, c'est la bonne décision, hocha Olivia. Pour repartir complètement à zéro. C'est à ce moment-là que Rachel sourit pour la première fois depuis longtemps avec une ardoise vierge.
Elle sortit son téléphone et trouva le contact de l'agent immobilier avec lequel sa mère avait autrefois travaillé. Bonjour, c'est Lucas. Je m'appelle Rachel Smith. Ma mère vous a recommandé. J'ai une proposition commerciale. Je veux vendre 2 appartements. Oui, dès que possible. Elle parlait au téléphone pendant qu'Olivia la regardait avec admiration. Ce n'était plus la Rachel effrayée et confuse qu'il avait appelée en pleurant il y a un mois. C'était une femme forte et confiante qui savait exactement ce qu'elle voulait et qui ne laisserait plus jamais personne décider comment elle devait vivre. Un an passa. Boston accueillit l'automne non pas sous la pluie, mais sous des ciels d'un bleu perçant et un feuillage doré. Rachel se tenait sur le balcon de son nouvel appartement, buvant son café du matin. C'était un studio petit mais lumineux avec des fenêtres panoramiques donnant sur un parc. Elle l'avait acheté 6 mois plus tôt après que toutes les anciennes propriétés aient été vendues. Tout s'est passé exactement comme elle l'avait prévu. L'appartement hypothéqué de 2 chambres et celui d'une chambre de sa grand-mère furent vendus rapidement et de manière rentable. Elle remboursa honnêtement la dette restante à la banque et transféra la moitié de la somme restante à Mike. Il accepta l'argent silencieusement, sans un mot de remerciement. Rachel ne s'y attendait pas. Avec les fonds restants, elle acheta ce studio et le rénova selon ses goûts. Murs clairs, mobilier minimaliste, beaucoup d'air et de verdure. Elle s'immergea complètement dans le travail. Le bouche-à-oreille fit son œuvre, et elle avait maintenant une clientèle fidélisée. Elle créait des logos pour des cafés branchés, des illustrations pour des livres pour enfants, et développait des conceptions de sites web. Ses revenus doublèrent, et pour la première fois de sa vie, elle se sentit vraiment indépendante. Elle ne cherchait pas de nouvelles relations. Elle était heureuse seule. Les soirées calmes avec un livre, les promenades dans le parc, les rencontres entre amis. Cette vie calme et mesurée était exactement ce dont elle avait besoin après la tempête qu'elle avait traversée. Parfois, elle entendait des rumeurs sur Mike. Olivia, qui avait des connaissances dans les milieux juridiques, lui dit que ses dettes n'avaient pas disparu. L'argent qu'il avait obtenu de la vente de l'appartement ne couvrait qu'une partie de ses prêts. Les créanciers l'appelaient toujours. Il avait quitté la maison de sa mère et loué une petite chambre à la périphérie. Finalement, il fut licencié de son travail, non pas à cause de dettes, mais parce qu'il avait complètement perdu intérêt pour son travail et était devenu distrait et peu fiable. Un jour, Rachel le croisa dans la rue. Il marchait courbé dans une vieille veste usée. Il était difficile de reconnaître dans cet homme abattu le Mike poli et confiant qu'elle avait autrefois aimé. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans ses yeux, elle vit la peur et la honte. Il détourna rapidement le regard et disparut dans la foule, presque en courant. Rachel ne ressentit ni jubilation ni satisfaction, seulement une tristesse légère et douce que les choses auraient pu être différentes. Quant à Paula, sa vie ne s'est pas améliorée non plus. Le fils sur lequel elle avait placé tous ses espoirs s'est avéré non pas un soutien, mais un problème constant. La rumeur voulait qu'elle ait vendu son appartement pour l'aider à rembourser les dettes les plus urgentes et vivait maintenant chez sa sœur, sous son toit. Ses rêves de garder des petits-enfants et de gérer le foyer de son fils s'étaient effondrés. Le destin la punit de la manière la plus cruelle, la laissant seule avec les conséquences de ses propres intrigues et manipulations. Rachel termina son café et retourna dans sa chambre. Sur son bureau se trouvait une nouvelle tablette graphique. Elle l'avait achetée avec la commission d'un projet majeur. À côté, il y avait une esquisse, une illustration pour un conte de fées sur une princesse qui avait vaincu le dragon par elle-même sans l'aide d'un prince. Rachel sourit. Cette histoire parlait un peu d'elle. Elle s'assit au bureau, alluma de la musique et prit son stylet. Une nouvelle journée s'annonçait, pleine de travail, de projets et d'espoir. Elle n'avait plus peur de l'avenir. Elle savait qu'elle pouvait relever n'importe quel défi car le pire était derrière elle. Elle avait appris la chose la plus importante, s'estimer et se respecter. Et elle avait compris qu'une vraie famille, ce ne sont pas ceux qui exigent des sacrifices de vous, mais ceux qui sont prêts à sacrifier quelque chose pour vous. Elle regarda par la fenêtre. Un rayon de soleil perça le feuillage et tomba sur son bureau en une tache chaude. La vie était belle et cette vie lui appartenait. Elle était libre, et c'était la plus grande richesse qu'elle ait jamais eue. Si vous croyez que chaque femme a droit à son propre bonheur et à son respect, donnez un like à cette histoire. Écrivez dans les commentaires ce que signifie pour vous la vraie force d'esprit et si vous pouviez, comme Rachel, recommencer à zéro.